Bonsoir, soyez les bienvenus pour notre nouveau webinaire. Ce soir, nous aborderons les conséquences du confinement et de la situation économique qui a été fortement fragilisée pour les entreprises françaises. En effet, on nous annonce une diminution du PIB annuel de l'ordre de -7 à -10%. Hélas, sont envisagées des suppressions d'emplois de l'ordre de 600 000 à 800 000 emplois perdus. Des emplois perdus, ça signifie que des entreprises ont dû licencier en conséquence du confinement et de la crise économique dans laquelle nous entrons ou nous sommes déjà entrés. Au-delà des fragilités économiques, les entreprises, d'une manière générale, et les entreprises françaises en particulier, sont soumises à des pressions d'autres entreprises, à des politiques d'autres États qui cherchent à développer leur propre tissu industriel ou à favoriser leurs propres entreprises. Donc, face à cette nouvelle fragilisation des entreprises françaises, quelle stratégie de protection de l'industrie, non pas simplement d'un point de vue économique, mais en termes de risque de rachat par des puissances étrangères ou par d'autres entreprises, de risque de campagne de lobbying ou de campagne d'influence? Quelles sont les réponses de l'intelligence économique? Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Christian Arbulot, qui est directeur de l'école de guerre économique depuis 1997. Christian Arbulot est un des pionniers de l'intelligence économique. En effet, il participa aux travaux de la commission Martre entre 1992 et 1994, commission qui était membre du commissariat général du plan, qui avait pour but de définir ce qu'était que l'intelligence économique et quelles étaient les stratégies des entreprises françaises. Monsieur Arbulot est l'auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages. Et comme je le disais, c'est un des pionniers de l'intelligence économique en France. Monsieur Arbulot, vous avez la parole. Bien, merci de m'accueillir sur votre réseau parmi vous. C'est un honneur pour moi, effectivement. Et pour commencer, effectivement, je pense qu'il faut que je définisse un peu dans quel univers je vais vous amener à aller dans cette fin de journée. D'abord en définissant l'intelligence économique. Alors l'intelligence économique, pourquoi on a créé cette notion-là? En fait, on l'a créée à la fin des années 80 et au tout début des années 90 parce qu'on sentait bien qu'il y avait vraiment un problème de déficit, appelons ça comme ça, dans la perception des rapports de force économiques et surtout dans le rôle que l'information pouvait jouer dans cette perfection dans des rapports de force économiques. Et c'est clair, si vous voulez, que sur ce point-là, lorsqu'on a créé ce concept, on est parti de très loin parce que, en termes d'écrits, aux États-Unis, il y avait à peu près plusieurs centaines d'ouvrages. En France, il y en avait moins d'une trentaine. Donc, on est parti de très loin et avec un certain handicap. Qu'est-ce que l'intelligence économique? L'intelligence économique, pour faire très simple, en fait, c'est comment utiliser le mieux possible l'information pour se développer en tenant compte que le développement n'est pas simplement issu ou résultant de l'innovation, de la recherche, mais hélas aussi, on pourrait dire, de ces fameux rapports de force, puisque, comme vous le savez, l'échange économique, dans l'échange économique, c'est pas un échange gagnant-gagnant, malheureusement. Il y a un perdant et il y a un gagnant, ou il y a des perdants et des gagnants. Et c'est la raison pour laquelle, en partant de cette évidence, on a essayé de cerner pourquoi un pays comme le nôtre avait finalement accumulé un tel retard ou un tel déficit dans l'usage de l'information. Alors, je parle bien de l'information, c'est-à-dire
ce qui est accessible à tous, que ce soit de l'information venant des médias, que ce soit de la connaissance venant des ouvrages, de rapports, etc., etc. Et d'où cette notion d'intelligence économique qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle le renseignement économique, car le renseignement économique, même s'il utilise lui aussi de l'information et de la connaissance, ouvre la porte sur d'autres types de démarches qui ne sont pas celles de l'intelligence économique, justement, et qui peuvent être des démarches totalement illégales, comme exemple l'espionnage économique. Donc, je distingue bien les deux. Et pourquoi nous sommes consacrés surtout et essentiellement à cette notion de sources ouvertes, puisque l'intelligence économique fait appel aux sources ouvertes, alors que le renseignement fait appel aux deux, en fait, aux sources ouvertes, mais aussi bien entendu aux sources fermées, et notamment celles acquises de manière illégale. Lorsqu'on parle d'intelligence économique, par rapport à la situation actuelle, et là, j'arrive directement sur le vif du sujet, c'est-à-dire la fragilité des industries françaises après le Covid. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'il nous a été très difficile en 30 ans, de faire comprendre, de faire passer ce message élémentaire comme quoi le développement, il y avait une dimension constructive, par l'innovation et tout ce qui en découle, et une dimension destructive, justement, par les rapports de force. Et on a essayé de comprendre pourquoi cette dimension, appelons-la destructive pour l'instant, elle était complètement laissée de côté. Alors, je n'aurai pas le temps de développer ça, mais je vais quand même vous donner 2-3 repères qui me semblent absolument essentiels. Ce sur quoi on est arrivé comme conclusion, comme première conclusion aujourd'hui, après 30 ans de travaux, d'études et de beaucoup de choses derrière, c'est que c'est avant tout un problème de grille de lecture. C'est-à-dire qu'en France, le monde économique a principalement une grille de lecture, qui est celle du développement dans la mondialisation, avec une vision très centrée sur le marché et sur le rôle de la finance. Et quand on parle effectivement de renseignement ou d'information, ce sont pratiquement des aspects très relatifs, voire anecdotiques, par rapport à cette grille de lecture. Et ce qui me gêne, moi, c'est qu'il n'y a pas malheureusement qu'une seule grille de lecture. Il y en a deux autres qui ont été complètement ignorées, là j'ose dire employer ce verbe, par le monde de l'entreprise, mais aussi par une grosse partie du monde politique. Alors, quelles sont ces deux autres grilles de lecture? La deuxième, appelons-la la deuxième grille de lecture, c'est celle qui porte sur ce que j'appelle la construction de la puissance par l'économie. Puisque quand on étudie l'histoire, depuis la nuit des temps, on se rend bien compte que les États, et notamment les États qui ont très vite pris de l'importance, se sont construits en utilisant bien entendu l'économie et une certaine forme, comme vous le savez, de violence économique. On parle beaucoup d'esclavage, mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'empire sans esclaves, et cela depuis la nuit des temps, et bien avant la colonisation européenne, bien entendu. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que toutes les étapes en fait, de développement de l'économie mondiale se sont toujours traduites par une certaine forme de violence liée à cette notion de construction de la puissance par l'économie. Rome contre Carthage, Rome construisait sa puissance commerciale dans la zone méditerranéenne et en face, il y avait un pays qui lui contestait cette suprématie ou cette recherche de suprématie, et ça a donné un affrontement militaire entre Rome et Carthage et la destruction de Carthage. Et si on remonte comme ça jusqu'à l'histoire actuelle, on a des événements qui ne sont pas du tout des événements anecdotiques, qui sont des événements, on peut dire, très importants. Et bizarrement, ça n'a pas donné lieu à une notion de grille de lecture. Ce qui est très pénalisant parce que si on prend des phénomènes actuels, il est clair que si on étudie la Chine, mais pas simplement la Chine, on peut parler de l'Inde, on peut parler d'autres pays équivalents, on constate que cette notion de construction de la puissance, je n'ai pas d'autre mot, par l'économie est toujours valable et même est très impressionnante dans les mesures prises, dans les développements qui en découlent, etc.
Or, en France, cette seconde grille de lecture-là, on l'a oubliée. On l'a oublié en fait depuis le milieu du 19e siècle. Là, je renvoie toujours à ce que j'appelle l'ouvrage de référence, David Todd, L'identité économique de la France, et qui explique très bien comment, au milieu de ce 19e siècle, on perd complètement de vue tout ce qui est la notion de protéger nos intérêts propres en tant que pays. On pourra y revenir si ça vous intéresse, mais je vous renvoie à cet ouvrage qui est un ouvrage universitaire qui est excellent et qui explique comment, durant cette période clé de l'histoire de France, le patronat français d'un côté et le monde politique de l'autre, sans oublier bien entendu ce qui était déjà l'administration, ces trois mondes ont perdu de vue cette fameuse seconde grille de lecture. Et puis il y en a une troisième grille de lecture qui pour moi est aussi très très importante et qui est encore plus ignorée que les deux précédentes, notamment la seconde surtout bien sûr. C'est ce que j'appelle la reconstruction de puissance par l'économie et pas la construction de puissance. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement des pays comme l'Allemagne ou le Japon, qui sont des pays vaincus à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vont reconstruire, car c'est un peu le dernier champ de manœuvre qu'il leur reste, leur pays à partir de l'économie et par des démarches de conquête, il n'y a pas d'autre mot. Et là, dans chacun de ces deux pays, cette notion d'accroissement de puissance par l'économie, elle est très très forte. Nous, on l'a beaucoup étudié dès le rapport Martre d'ailleurs, puisque ces deux pays figurent dans le rapport Martre et ce n'est pas un hasard. Et ce qui nous intéressait, c'est que c'était, j'insiste, une politique de reconstruction. Pour le Japon, c'était éviter, tout faire pour éviter d'être colonisé à la fin du 19e siècle par les puissances occidentales qui avaient déjà colonisé une partie orientale de la Chine au niveau côtier par les fameuses concessions. Et pour l'Allemagne, c'était comment ne pas être laminé en termes de pays et comment essayer à tout prix, je vais même revenir un peu plus loin dans le temps, à la fin du 19e siècle, comment dépasser la Grande-Bretagne. Et là, on est dans une logique de puissance. Et l'Allemagne bismarckienne a construit sa puissance, notamment par tout un système économique très particulier, très intéressant à étudier, et dont on a encore quelques traces aujourd'hui pour expliquer certains succès de l'actuelle économie allemande. Avec toutes ces contradictions, on est d'accord, mais certains succès quand même. Donc, cette troisième grille de lecture, on l'a même mal comprise. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais quand Michel Rocard parlait de stratégie de rattrapage pour certains pays, moi, je préfère parler de stratégie de raccourci, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que quand le Japon veut se construire très vite une économie pour éviter d'être colonisé, son but, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait. Son but, c'est d'étudier avec l'information justement collectée à travers le monde tout ce qui pouvait être utile, efficace pour identifier les meilleures solutions, je dis bien les meilleures solutions, se mettre très vite à leur niveau et tenter ensuite de les dépasser par des stratégies de conquête. C'est exactement ce qui s'est passé pour le Japon malgré la défaite de la Seconde Guerre mondiale, mais jusqu'à la fin des années 80, ça l'a quand même mis au deuxième rang mondial à ce moment-là. Et pour l'Allemagne, c'est à peu près la même chose, d'ailleurs, puisque c'était la troisième économie. Et ces deux pays, pourquoi on n'a pas su les regarder sous cet angle? Parce que nos systèmes d'observation, pour l'Allemagne, vous savez qu'on en a quand même beaucoup qui portent sur la question historique, politique, culturelle et autres, mais pas, bizarrement, pas sur ce problème-là. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là. Et pourquoi je vous parle de ces deux omissions, c'est parce qu'aujourd'hui, elles nous pénalisent énormément. Elles nous pénalisent énormément. Bon, vous avez bien vu que la crise du Covid a quand même révélé certains problèmes de dépendance économique. Mais tout le monde les a vus, cela. On ne va pas reparler des masques, etc. Mais c'était quand même de cela dont il s'agissait. Et quand on parle de dépendance économique, si on ne comprend pas les mécanismes de suprématie, de construction de la puissance par l'économie, c'est difficile d'expliquer ces phénomènes-là simplement par des jeux financiers ou par des logiques pures de marché. Il faut aller plus loin, il faut essayer de creuser, et ça nous ramène bien entendu à la France, à savoir pourquoi
finalement, on a perdu cette visibilité que d'autres ont conservée, et non seulement ont conservé, mais ont développé. Il est clair que la Chine aujourd'hui, si on l'étudie sous cet angle, elle a eu une démarche très intéressante, dans le sens où elle a joué vraiment sur tous les registres possibles pour tromper le monde occidental. Elle a réussi en ce sens, déjà sur un plan diplomatique dans un premier temps, puis dans un deuxième temps sur un plan économique. Et c'est vrai que la Chine d'aujourd'hui a réussi, jusqu'à une période relativement récente, à masquer sa politique de conquête, ou du moins à la banaliser dans une logique de financiarisation, une logique de marché. Et il a fallu la crise du Covid pour que, enfin, certaines personnes commencent à se pencher sur ce que c'est que la Chine. Et la Chine est un pays qui est, bien entendu, dans ce que d'aucuns qualifiaient à une époque d'impérialisme. C'est une nouvelle forme d'impérialisme, au même titre que les États-Unis ou la Grande-Bretagne ont symbolisé ce terme-là à d'autres époques de l'histoire, voire encore maintenant. Donc on a ce problème, c'est-à-dire qu'au sein du patronat français aujourd'hui, au sein de la classe politique, ou du moins une partie non négligeable de la classe politique, et bien entendu au sein de la haute administration, on ne travaille qu'avec la première grille de lecture. Les deux autres n'existent pas. Et pourquoi c'est un handicap? C'est parce que vous avez bien compris que si on ne regarde pas les deux autres grilles de lecture, on ne perçoit que certains phénomènes et pas d'autres. Or, dans l'évolution du monde actuel, avec ses complications, avec ses risques croissants, hélas, là je parle vraiment des nouvelles formes d'affrontements qui se dégagent au niveau international, le fait de ne pas avoir les deux autres grilles de lecture en tête, c'est vraiment un handicap majeur, et on voit cet handicap rejaillir à travers énormément de problèmes qu'on peut rencontrer, soit dans la manière de gérer l'État, soit dans la manière d'administrer les entreprises ou de les gérer, bien sûr, mais aussi, et ça c'est un véritable problème, dans la perception même du citoyen, de la population, dans ce qu'il comprend de ce qui se passe en fait, aujourd'hui. Donc on a cette problématique, et elle m'amène à une réflexion qui n'est pas, comment dire, réjouissante, mais qu'il va falloir dépasser. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, en 2020, l'appareil d'État, malgré ce qui a été fait depuis le rapport Marc, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences qui ont été tentées, sur ces questions-là, est peu présent. Il faut dire ce qui est, que ce soit dans le domaine du renseignement, mais c'est vrai aussi dans tout ce qui est croiser le développement et la confrontation. Croiser le développement et la confrontation, je prends un exemple simple, hein, l'économie de la santé, c'est un exemple très actuel. Il n'est pas possible de concevoir une économie de la santé simplement avec cette très belle philosophie qui existe au sein du ministère de la Santé, c'est-à-dire nous on est là pour soigner, le reste ne nous intéresse pas. Pourquoi c'est pas possible? Parce que pour soigner, il faut avoir une industrie pharmaceutique, il faut savoir où elle est installée, qu'est-ce qu'elle peut nous fournir en cas de crise majeure ou pour nos besoins quasi quotidiens d'ailleurs. Et dans ce cas, si on veut avoir le minimum de réponses pertinentes pour qu'un pays puisse fonctionner en termes d'économie de la santé, si on a en face de nous des gens tout à fait légitimes hein, dans leur fonction, moi je veux soigner, le reste ne m'intéresse pas, ben, ça veut dire qu'il y a toute une partie du reste qui va nous prendre à revers, dans le sens où ben, on va découvrir qu'on a des ruptures d'approvisionnement en médicaments, on va découvrir qu'on n'a pas de produits pour appréhender des crises graves du type épidémie ou autre, etc. etc. Donc, le problème que je vois, c'est que si aujourd'hui, par exemple, on voulait bâtir une économie de la santé, on se retournerait naturellement du côté de l'administration vers le ministère de la Santé, et là, au ministère de la Santé, qui est prêt à entrer dans cette logique? Qui est prêt à rentrer dans cette logique? Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'il nous faut, bien entendu, des gens de ce ministère, des gens du monde médical, des gens du monde pharmaceutique, qui soient prêts à entrer dans cette logique. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je peux le vérifier maintes fois en discutant avec des gens qui viennent de ce monde, qui y sont, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, si je prends les grands secteurs de l'activité économique, l'économie de la santé, c'est énorme.
Et à la fin des années 70, d'ailleurs, certains, au niveau du politique et un peu de l'appareil d'État, se sont interrogés pour dire, mais est-ce que c'est un secteur stratégique, l'économie de la santé? La réponse aujourd'hui, je pense que c'est oui, compte tenu de ce qui se passe. À l'époque, bah non, on a considéré que finalement c'était un marché euh, dans, dans le domaine du développement, disons. Et puis, en matière de services publics, bon, bah, il fallait assumer ce qu'on pouvait assumer, mais avec les logiques d'appauvrissement que vous avez pu constater et la désorganisation du service public qui en a découlé. Donc, sur cet exemple d'économie de la santé, mais je pourrais en prendre d'autres, hein, malheureusement, il n'y a pas que celui-là, un problème majeur, c'est que l'absence des deux autres grilles de lecture nous prive de réflexion globale avec des gens dont on a besoin, qui ont la connaissance, avec qui il est absolument indispensable de travailler pour formaliser des réponses, mais qui ne sont pas là et qui ne veulent pas être là. Ça, c'est le vrai problème, qui ne veulent pas être là. Donc, première grave conséquence, c'est que si nous en sommes là aujourd'hui, ce n'est pas simplement un problème lié à des partis, un problème lié à des patrons, c'est aussi un problème de société française. C'est aussi un problème de lecture de ce qui se passe dans le monde. C'est aussi un problème d'engagement des individus pour être lucide par rapport à des situations. Donc là, je constate que nous avons devant nous des écueils de ce type-là, parce que si j'ouvre un autre domaine, hein, qui est le domaine du développement industriel ou de la reconstruction industrielle, on pourra en parler, je vais me retrouver malheureusement devant des écueils identiques. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui que j'ai une idée bien précise en tête. Lorsqu'on évoque ce problème-là dans un secteur industriel, on a en face de nous des gens, qui sont d'ailleurs des ingénieurs, que je respecte fondamentalement parce que c'est un des aspects plus qu'utiles du développement de la France, mais qui ne veulent pas entendre parler de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire leur boulot, c'est l'innovation, la recherche-développement, c'est la conception de produits et la commercialisation, bien entendu, mais on ne sort pas de ce périmètre. Et en ne sortant pas de ce périmètre, bien entendu, on passe à côté de beaucoup de choses et qui, en termes de résultats, souvent se retournent contre nous parce qu'on a beau inventer, eh ben, ce n'est pas pour autant qu'on va vendre et encore moins trouver des solutions adaptées aux besoins de notre pays. Donc, c'est mon premier constat, c'est-à-dire que quand il y a une carence de réflexion en termes d'analyse en amont, en aval, on a ce qui en découle, et souvent de manière excessivement simple, tout le monde peut le comprendre, si vous voulez. C'est-à-dire que pour avancer sur ces terrains-là, il faut qu'on se comprenne. Si les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas s'engager par rapport à ça, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas prendre trop de temps dans la première séquence et répondre à des questions liées à ça. Je vous remercie. Vous nous avez indiqué que, de votre point de vue, c'était une question de culture française. On a pu voir récemment un exemple quasiment archétypal qui est la manière dont Alstom a été acheté, vendu. Je ne vous entends plus. Oui, ça y est, excusez-moi, j'ai un petit problème de caméra. Donc, on a une entreprise française de haute technologie qui intervient d'un point de vue industriel dans des secteurs stratégiques. Production électrique, énergie nucléaire, armement pour certains composants, qui se fait racheter par une entreprise américaine, y compris ses brevets et ses savoir-faire, qui, dans un contexte particulier, puisque excusez-moi, j'ai à nouveau un problème de caméra, donc qui ont été mis en prison. On a un droit étranger
qui a menacé de poursuite l'entreprise. On a des ministres qui n'ont peut-être pas pris la juste mesure, on va dire ça, pour ne pas être trop agressif dans les termes, des enjeux et qui ont laissé partir l'entreprise contre une promesse d'une création d'un million. Je ne vous entends plus. Toujours le problème de connexion. Il y avait une garantie que certains établissements resteraient en France et quand on étudie le dossier actuellement, ces établissements ont été transférés en Suisse. Ça, c'est un exemple typique des dimensions d'intelligence économique où en fait d'utilisation d'autres outils que strictement industriels pour mettre la main basse sur une entreprise qui n'a d'existence que parce qu'elle a été particulièrement soutenue dans sa création et dans son développement par l'État français, et qui se retrouve abandonnée. Et donc, à partir des éléments de cet exemple, est-ce que vous pourriez nous dire si, de votre point de vue, on a d'autres entreprises qui, fragilisées par le confinement, risquent de connaître ce type de sort? Alors la réponse est oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que là, je parle de la France. Quand la France a commencé, et hélas, ça remonte loin, hein, ça remonte à, hélas, après De Gaulle, parce que ça a commencé sous Pompidou, même si Pompidou a essayé de prolonger certains aspects de ce qu'on pourrait appeler la politique industrielle que De Gaulle avait mis en action entre 58 et 65-66. À partir de Pompidou, en fait, le monde économique français au sens très large du terme, c'est-à-dire les banques, l'élite patronale, surtout dans les grands groupes, et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le système académique qui forme ça, etc., et bien entendu le monde politique, ont considéré qu'on était à l'époque dans un monde où la notion de… Alors je sais bien que le mot puissance à gauche n'est pas un mot qui passe, mais parlons de développement d'un pays, un peuple sur un territoire. Cette notion-là, finalement, elle était devenue quasiment désuète. Elle était devenue désuète, pourquoi? Parce qu'on pensait que la mondialisation des échanges allait harmoniser les relations entre les pays et entre les peuples, en fait, d'où la disparition, voire l'obsolescence non programmée, celle-ci, des fameux rapports de force entre puissances. Et pendant un demi-siècle, on a agi comme si ça ne servait plus à rien de penser le développement d'un peuple sur un territoire et des besoins essentiels liés à ce développement. Donc, exemple, en quoi des éléments d'un système industriel peuvent être essentiels, comme Alstom ou d'autres entreprises équivalentes. Cette vision-là a disparu. C'est ce qui a entraîné notamment la disparition du ministère de l'Industrie, c'est ce qui a entraîné que des écoles de pensée comme les ingénieurs des mines, qui avaient été pendant très longtemps très impliqués dans le processus industriel en France, son développement, ont commencé à s'écarter eux-mêmes, à aller vers d'autres voies, vers le monde de la finance, en termes de débouchés, etc. Bref, le fait de ne pas admettre qu'il y ait eu une problématique de ce type, alors que dans d'autres pays, c'était l'élément essentiel. Quand Poutine reprend le pouvoir après Helsinki, qui était sous influence américaine, et l'ex-URSS était en train d'être dépecé littéralement, vous vous doutez bien que Poutine, son objectif, c'était de reconstruire la puissance russe, non pas simplement dans une logique de grandeur et d'éclat militaire ou que sais-je, non, tout simplement pour voir quel type de développement il allait donner à cet immense pays qu'est la Russie. Mais c'est vrai aussi, bien entendu, pour des pays dont j'ai déjà parlé précédemment, comme la Chine, l'Inde, etc. Nous, pas du tout. Nous, on est sortis de ça, et de manière très spectaculaire, hein, c'est-à-dire que
tous les groupes industriels qu'on a laissés partir les uns après les autres, quand on relit exactement ce qui a été dit, soit dans la presse de l'époque, après chaque, entre guillemets, disparition de groupe ou rachat de groupe par des capitaux étrangers, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait vraiment eu de débat. Ni à l'Assemblée nationale, il y a peut-être quelques personnes qui ont pris la parole, mais c'était pas un débat. C'est pas un débat qui a vraiment structuré des élections importantes, que ce soit la présidence de la République, voire l'élection des députés. C'était un non-sujet, mais vraiment c'était un non-sujet. Et ça, c'est un problème terrible parce que de ce non-sujet découle tout ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire, on a bien compris que si on prend le cas d'Alstom, moi, quand je discute avec des gens de chez Alstom et avec des syndicalistes de chez Alstom, j'ai l'heureuse surprise, et je suis très content de constater ça, que j'ai face à moi des gens qui comprennent cela, qui ont une vision stratégique. Mais ils sont seuls à l'avoir. Ce sont des syndicalistes. Je ne suis même pas sûr que la direction de leur centrale respective l'est. Ça aussi, c'est un problème. C'est vraiment les gens sur place, en local, qui ont su faire des analyses très pointues de la manière dont on peut justement s'emparer d'un système avec toutes les techniques de dissimulation, de tromperie possibles, et le retirer du cadre de développement d'un pays comme le nôtre. Donc, il faut bien constater une chose, c'est qu'en France, il n'y a pas de task force au niveau de la haute administration sur le plan interministériel qui a dans son radar la recherche de maintenir un certain système de développement industriel parce que ce pays, territoire donné, peuple vivant sur ce territoire, en a besoin. Il n'y a pas cette task force. Et ça, c'est un problème majeur, c'est-à-dire que vous vous doutez bien qu'on ne va pas faire comme un certain président de la République qui voulait reprendre la main sur les quartiers difficiles, comme on dit, en mettant ensemble les impôts, la police, que sais-je. Non, là, il n'y a pas la task force. Et le drame, c'est que si on voulait la créer, cette task force, eh bien, on se rendrait compte que c'est quasiment impossible. Pourquoi c'est quasiment impossible? Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du ministère de la Santé. Pourquoi le ministère de l'Économie et des Finances est finalement dans une posture assez similaire? C'est que sa culture, oui, il sait avoir des démarches stratégiques, par exemple en matière de fiscalité. On a conservé notre système fiscal et on n'a pas importé celui qui venait des États-Unis, ce qui est d'une certaine manière une victoire. Mais il ne faut pas lui demander à ce même ministère de commencer à réfléchir comme on aurait dû le faire par rapport à Alstom ou par rapport à d'autres entreprises du même type qu'on a perdues en 20 ans, parce que les gens n'y sont pas préparés, ne sont pas formés à ça, et puis, et ça c'est ce qui est très grave, ne veulent pas. Ne veulent pas. C'est-à-dire que si on crée une task force en leur disant voilà, ce groupe industriel, on en a besoin, pour X raisons liées au développement de ce pays. Ça fait partie de nos fondamentaux de résilience, j'allais dire de survie dans certains cas. Eh bien, je pense que si on pose le problème comme ça, l'interministériel ne marchera pas, tout simplement. On verra tous les obstacles possibles et même un président de la République ou un Premier ministre, même s'ils en avaient l'envie, je pense qu'ils ne seraient pas suivis et ils n'auraient pas le pouvoir d'être suivis. Ça, il faut en être très, très conscient. C'est-à-dire que pour moi, si vous voulez, au stade où nous en sommes en 2020, compte tenu de la situation, et j'ose espérer que je me trompe par rapport à cette situation, on est vraiment sur ce sujet-là, et je ne veux pas faire de mauvais parallèle avec ce qui vient d'être célébré le 18 juin, mais comme en 1940, c'est-à-dire en situation de résistance économique. Qu'est-ce que ça veut dire être en situation de résistance économique? C'est-à-dire qu'il faudrait identifier en France les personnes qui comprennent que l'économie, c'est du constructif et du destructif et qu'il va falloir gérer les deux. Et ça ne veut pas dire repartir dans je ne sais quel délire de création d'empire ou impérial. Non, non, je ne parle pas du tout de ça. Là, mon objectif, il est très simple et très lucide. C'est comment
assurer les conditions de vie d'un peuple sur un territoire. Ça ne va pas plus loin que ça. Et le problème, pourquoi je parle de résistance économique, c'est si je commence à faire un voyage à l'intérieur de la haute administration, si je commence à regarder du côté du patronat, pour essayer de voir qui est prêt à faire ça, c'est vraiment ceux qui prenaient le bateau pour aller à Londres, quoi. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a franchement pas grand monde. Parce que c'est quoi? C'est être dans une logique d'engagement, c'est aussi être dans une logique de combat. Quand je parle de combat, ce n'est pas combat idéologique, c'est combat pour assurer de la créativité industrielle dans un contexte qui n'est pas simple et où il y a de la destruction. Et enfin, c'est aussi, et j'ose le dire ainsi, c'est dans une logique de sacrifice. Pourquoi c'est dans une logique de sacrifice? Parce que aujourd'hui, essayer d'entrer en résistance économique pour l'intérêt collectif, j'aime pas l'expression intérêt général, pour moi ça veut rien dire. Intérêt général, ça veut dire que c'est du conspiratisme revu et corrigé, d'accord? C'est l'État qui s'occupe de nous. Non, je veux dire comment on se prend en main. Là, on est dans l'intérêt collectif. C'est pas la même chose. Et pour moi, l'intérêt collectif, pourquoi il est très très important, c'est parce que cette démarche de résistance, elle ne peut venir que des gens qui ont compris en quoi l'intérêt collectif n'a pas simplement du sens, mais est devenu un enjeu majeur. Or, j'estime aujourd'hui, dans la situation où on se trouve, que oui, c'est un enjeu majeur d'entrer en résistance économique. Parce que nous sommes très peu à être prêts à nous battre, à nous sacrifier. J'ose employer ce terme. Pourquoi nous sacrifier? Vous avez bien compris que s'affronter, ne serait-ce qu'à la Chine, c'est avoir le courage de s'affronter à la Chine. Et ce n'est pas impossible d'ailleurs. Parce que la Chine, ce n'est pas des gentils communistes qui pensent à l'épanouissement et à l'internationalisme prolétarien. Je pense que ça, malheureusement, c'est plus tout à fait d'actualité. Donc, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Et ce qui me gêne, moi, si vous voulez, c'est que quand je parle de ça, j'imagine que les gens doivent me dire, vous êtes bien gentil, mais on n'est pas en 1940, on est en 2020, puis on n'a pas vraiment envie de faire ça. Donc, on sait très bien, hélas, je vais redevenir lucide, que oui, bien sûr, je vais continuer à discuter avec ceux qui sont prêts à le faire. Et notamment à commencer par des syndicalistes qui ont compris, d'accord? Et je ne parle pas de la direction des centrales qui sont très loin de tout ça, beaucoup trop loin de tout ça. Je parle des gens qui sont sur le terrain et qui ont vraiment des problèmes directs de disparition d'activité, de chômage, etc., et de mort sociale en quelque sorte. Et là, je ne vais pas aller demander à M. Piketty ou à M. Daniel Cohen, non, non, ce n'est pas ces gens-là, moi, qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui sont dans des logiques où on parle de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est qu'aujourd'hui, si on veut continuer à espérer, à assurer la vie d'un peuple sur un territoire donné, on a intérêt à réfléchir à ça. Et quand on parle d'extraterritorialité du droit américain, si je prends cet exemple, oui, c'est un exemple d'autant plus intéressant, c'est que pendant 30 ans, comme on se le disait tout à l'heure, le monde du droit en France, dans sa grande majorité, regardait passer les trains. On ne se rendait pas compte, on ne voulait pas se rendre compte qu'on perdait la maîtrise du droit des affaires qui était devenu anglo-saxon. On était de plus en plus sous l'influence du droit anglo-saxon par rapport à notre propre droit, etc. La liste est longue. Là, c'est devenu tellement énorme dans la manière de faire pression sur nous en tant que pays, justement, que là, il y a des gens qui commencent à se réveiller. Nous, à notre toute petite mesure, on lance une démarche d'intelligence juridique parce qu'on estime qu'il est plus qu'urgent que des gens commencent enfin à rentrer dans ces démarches de réflexion. Mais voilà, ce que je veux simplement dire, c'est que aujourd'hui, et sans entrer dans le détail parce qu'on n'en a pas le temps, mais je peux vous assurer que l'audit de l'État, je crois l'avoir fait en partie et de manière assez précise, l'audit du monde de l'entreprise aussi, d'une certaine manière, et que ma conclusion, c'est que nous en sommes arrivés à une situation où il n'y a que quelques individus qui, sans tomber dans les pièges classiques du repli sur soi, etc., donc dans un nationalisme idéologique stérile,
sont prêts à réagir. Et c'est ça le vrai problème. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez aborder les spécificités, s'il y en a, de la sortie de confinement pour les entreprises françaises? On a bien compris que, au niveau de l'État, pour l'instant, la prise en compte de ces dimensions n'était pas faite. Est-ce que vous voyez des risques spécifiques liés à la sortie du confinement? Alors, il y en a, mais il faut, là aussi, une fois de plus, il faudrait qu'on ait une task force qui ait les pieds sur terre et qui ait les prérequis pour bien savoir ce qui se passe. Par exemple, on agite l'épouvantail du risque de rachat par les Chinois. Nous, on a étudié à l'école de guerre économique comment les Chinois achetaient des biens, notamment en Europe et en particulier en France. Et là, on voit bien que c'est pas si simple pour eux. C'est pas le Qatar, hein, la Chine. C'est encore une fois, c'est une dictature communiste très précise, avec des enjeux impériaux tout aussi précis d'ailleurs, tout aussi précis. Et le problème de la Chine, c'est de pas racheter n'importe quoi pour pas perdre ce qu'elle va racheter, parce qu'elle est dans une autre partie que le Qatar. Hein. C'est rien à voir. Sur ce plan-là, c'est déjà bien de voir ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. Mais pour ça, il faut des gens qui connaissent un peu le sujet. Et les logiques de prédation économique, moi je constate, hélas, je parle de prédation économique, qu'avant le Covid-19, en France, dans le monde académique et encore en l'étirant comme un élastique au sens large, il y avait un expert qui s'exprime sur Xerfi. Un, c'est pas beaucoup, hein. Un. Donc on voit bien que ce n'est pas un sujet de prédilection pour des thèses d'université, pour des économistes, etc., ou des gens de sciences de gestion. C'est-à-dire qu'une fois de plus, où sont les personnes prêtes à travailler sur ces sujets-là? Parce que, en revanche, oui, bien sûr que l'État français, quand il le veut, peut être d'une efficacité absolument redoutable. Un exemple, sans rentrer dans les détails, la Poste était un pouvoir régalien. Rappelez-vous à quoi servait la Poste, à quoi elle sert encore. Quand il y a eu la déréglementation européenne sur la Poste, l'État français, donc l'administration française, a su concevoir, et vous ne trouverez aucun écrit là-dessus et aucune trace, un plan pour contrer ceux qui allaient se précipiter dans la faille de la déréglementation, parce qu'il est vrai que notre système postal n'y était pas préparé. Et là, on a vu une force administrative qui a plus que donné du fil à retordre aux prédateurs. C'est-à-dire que les prédateurs ont été bloqués. Et là, on avait la force sur plusieurs terrains. Vous travaillez avec de l'immigration clandestine, boum, 300 millions de francs d'amende. Vous faites travailler des employés qui ont un uniforme et ce n'est pas vos salariés, boum, 200 millions de francs d'amende. Et c'était l'administration qui était aux premières loges pour agir. Autrement dit, quand il y a une volonté réelle et que le politique, en harmonie avec la haute administration, décide de la mettre en pratique, cette volonté, je le répète, l'État français est absolument redoutable. Et contrairement à ce qu'on dit, là, on était typiquement dans le cas d'une application d'une directive européenne, et l'État français a fait ce qu'il a voulu par rapport à ça, dans son propre calendrier, que ça plaise ou non à l'Union européenne d'ailleurs. Donc, on est capable de faire. Le problème, c'est oui, mais pourquoi et qui veut faire et quel intérêt on va défendre? Et c'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait à même de demander du politique de dire mais quels sont vos enjeux sur les secteurs prioritaires pour assurer à ce pays un développement cohérent pour que son peuple vive sur ce territoire. Point. Y compris avec, bien entendu, les enjeux européens. Je ne suis pas anti-européen, hein, mais je suis réaliste dans le sens où il va falloir travailler sur deux terrains et pas un seul. Eh bien, c'est compliqué de trouver ça, malheureusement. On a
parler jusqu'à présent plutôt d'un point de vue international. Est-ce que vous pourriez aborder d'un point de vue interne, parce qu'en fait les entreprises ne sont pas simplement sujettes à des attaques de l'étranger, mais éventuellement d'attaques internes. Il y a un modèle économique qui voilà. Toujours mes petits problèmes de connecter moi. Donc, c'est l'investisseur qui attend qu'un projet industriel innovant soit aux 3/4, aux 2/3 développé, qui mène une campagne de dénigrement du processus ou du projet et qui profite du retrait d'autres investisseurs pour racheter lui. Il y a encore un problème de caméra. Et pourtant, je ne suis pas dans une zone blanche. Mais donc Fini, et donc qui, profitant de la mauvaise presse qu'il met en place, fait une proposition à ceux qui, au départ, sont responsables de l'innovation. Et donc, en fait, c'est une question dans un pays, mais d'investisseurs sur des capacités d'innovation. Est-ce que vous pourriez aborder cette question? Alors, moi, je crois effectivement qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est le local et les territoires. La meilleure façon de commencer à réagir, c'est que les gens se parlent et commencent à constituer des forces. Alors, on est en France, hein, quand il y a eu le rapport Marthe, on avait un très bel exemple sous les yeux que nous avait raconté M. Dermini, qui était à la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Montpellier, où il nous disait, chose exceptionnelle, et ça s'est fait comme ça, là-bas et pas ailleurs, c'était créé une sorte de comité de vigilance avec la Banque de France, un certain nombre d'interlocuteurs locaux comptant dans la vie économique, pour être une sorte de dispositif d'alerte au cas où une entreprise commençait à battre de l'aile pour éventuellement voir comment sauver ses emplois. Là, on est sur un aspect, je dirais, défensif, mais qui est hautement intéressant parce que ça veut dire que des gens s'étaient regroupés de manière intelligente pour essayer de faire face à des problèmes de désorganisation d'une économie locale. Si je me place sur un système qui est plus, entre guillemets, offensif, moi, je pense que la priorité actuelle, et moi, j'en ai parlé avec les syndicalistes à Belfort, puisque un des aspects de la discussion, c'est comment créer de l'activité sur zone, non pas en faisant venir du capital étranger, mais en voyant à partir des ressources locales et avec des démarches informationnelles qui nous permettent d'être efficaces, comment on peut faire. Et je pense qu'on a réussi, enfin, en tout cas dans un premier temps, à voir comment on pouvait faire. Le vrai problème, en fait, c'était pas tellement le savoir-faire, c'était de trouver les forces pour mettre en œuvre ce savoir-faire. Parce que le défi aujourd'hui, c'est que le haut ne répond pas à ça. C'est-à-dire que l'État n'aidera pas, malheureusement, à mener des démarches qu'on pourrait presque qualifier de militantes au départ pour des logiques de créativité d'activité économique pertinente à partir d'une réalité locale, de sa compréhension, de la compréhension de son cheminement, etc. etc. Donc, aujourd'hui, on a tous les moyens en termes de connaissances, en termes informationnels, pour créer des sites Internet, pour dialoguer, pour avancer sur ce terrain-là. Mais malheureusement, il nous manque l'essentiel, c'est-à-dire les individus qui vont monter sur ce frêle esquif, comme on dirait, pour avancer et créer des démarches pertinentes. Parce que nous allons devoir passer par cette étape. C'est-à-dire là, ce n'est pas les gilets jaunes, là, c'est des gens qui se mettent à bouger pour construire des choses. Or, j'insiste, il ne s'agit pas de refaire les hauts fourneaux de Mao Tse-tung et son échec majeur dans ce domaine-là. On n'est pas dans le grand bond en avant, on est au contraire avec des acquis énormes en termes de connaissances, et ces acquis énormes, on peut les utiliser pour faire des choses très efficaces. Mais à une seule condition,
c'est qu'on ait en local des gens prêts à agir ensemble. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est bien pour ça que je parle de résistance économique. C'est-à-dire qu'il va falloir créer des réseaux capables de réagir pour servir d'exemple, pour que ces exemples rebondissent, pour que ça ait de l'écho, pour que ça donne de l'espoir, pour que ça donne de l'envie, pour lier des terrains. C'est pas impossible. Et là, on n'est pas dans le caritatif, on n'est pas dans la mission ONG, pas du tout. Non, on est dans le très concret, au sens qu'il va falloir nourrir des gens, créer des emplois, aboutir à des logiques microéconomiques, mais qui sont la base même de la reconstruction. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on aura beaucoup de problèmes. Mais ça implique un engagement. La nouvelle politique aujourd'hui, c'est pas le monde postmoderne et toutes les conneries qui sont dites à ce niveau-là. Non, la nouvelle politique, c'est après le Covid que les gens comprennent que au moins il faut qu'il y ait une minorité d'entre eux qui décident de s'engager dans ce combat. Il y a quelque temps, on avait fait un webinaire sur les nouvelles ruralités et quelles étaient les conditions de développement des territoires ruraux. Et le sénateur Joly, qui est sénateur de la Nièvre, nous avait dit que jamais un représentant de la région qui est compétente en matière de développement économique et qui pilote le schéma de développement économique régional, donc personne de la région n'était jamais venu le voir pour poser la question: est-ce que vous avez des entreprises qui sont en cours de création qui pourraient être aidées par la région? C'est toujours dans une logique de on reçoit les demandes des entreprises et éventuellement on les aide. Jamais une logique de proactive. Donc, on se déplace sur le terrain, on voit s'il y a des projets qui pourraient être aidés économiquement et qui auraient un retentissement local ou régional, puisque c'est la compétence de la région. Et qu'on était toujours dans une logique justement passive et pas du tout d'action et de développement. Est-ce que les personnes qui sont connectées sur notre conférence voudraient prendre la parole pour poser des questions ou faire une intervention? Je suis là pour y répondre. Nicolas, non? Oui, je suis ravi d'être présent. Vous m'entendez? Non. Si, on t'entend, Nicolas. Bon, super. C'était au début où j'ai eu une connexion plus erratique. Moi, j'avais été très ému par les propos de Christian dans une interview qui a été faite récemment où la question de l'absence de volonté du pays était très liée à la notion d'amour et de combat. Et je trouve que ce serait vraiment intéressant de revenir là-dessus. Souvent, on nous interpelle sur la conduite du changement, sur la nécessité de faire de la formation, peut-être aussi dans différentes sphères. Tout ça, on le fait. Moi, j'ai essayé aussi de mettre en place des programmes d'intelligence économique, commencer dans les territoires, et on nous objectait toujours, on disait on ne sait pas faire. Je dis écoutez, c'est pas vrai, on sait faire en France. Et comment on peut peut-être redonner cette envie par l'amour et le combat? Je pense que justement, tu fais allusion à l'émission Thinkerview en question, chaîne YouTube. Là, moi, le message que j'ai spontanément délivré, parce que je ne l'avais pas préparé avant de venir, c'est d'aller puiser au plus profond de ce que j'ai vécu moi à travers ma vie. C'est-à-dire, le combat, c'est pas morbide. Le combat, c'est pas pour éliminer l'autre. Le combat, c'est pour être heureux avec ceux avec qui on se bat. C'est ce que j'appelle l'aventure humaine. C'est autre chose que Koh-Lanta, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette émission, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut donner de mieux de soi-même pour un intérêt collectif, justement, pour pas un intérêt individuel, pour on partage quelque chose. Je pense que dans la culture de gauche et d'extrême gauche, il y a cette réalité-là. Cette valeur, elle a existé. Elle a pu aboutir à des choses dramatiques, on le sait, mais elle a existé. Et je pense que ce serait une erreur majeure de perdre ce qui a fait que des gens commencent à exister, justement.
quand des mineurs, des corons ou des femmes de mineurs se mobilisaient pour obtenir des volets à leurs fenêtres alors que les contremaîtres en avaient, on est dans le plus que basique, mais on est dans la valeur humaine élémentaire, quoi. C'est-à-dire que, et des choses élémentaires comme ça, on pourrait mais en dresser des kilomètres de liste. Et cette notion, je pense qu'il va falloir qu'on la retrouve parce que le grand problème du XXe siècle, à travers les idéologies, c'est que c'était capitalisme contre communisme. Et finalement, les forces qui s'étaient investies contre le capitalisme ont été emportées, disons, vers le haut par des notions idéologiques et aussi, surtout, par les affrontements qui ont découlé de ça au niveau des puissants, justement. Et on a malheureusement perdu toute une partie de ce qui était la valeur humaine la plus créative, en fait. Et la valeur humaine la plus créative, c'est pas de se faire broyer par l'idéologie ou par des intérêts personnels qui peuvent apparaître dans des processus bureaucratiques, que sais-je. Non, c'est au contraire, justement, arriver à vivre ensemble des choses qui ont du sens et à créer une certaine forme de richesse collective qui servent à la communauté. Mais en étant lucide, c'est-à-dire que un de mes problèmes, moi, au cours des 30 dernières années où j'ai travaillé sur ces questions-là, c'est quand je me retrouvais face, par exemple, à des profs, quand je leur parlais de ça, je me souviens d'une réunion qui m'a marqué à Versailles, j'avais, je sais pas, 40, 50 profs d'histoire géo, et en leur parlant de ça, j'avais vraiment l'impression qu'ils voulaient surtout pas entendre parler. C'était pas leur combat, justement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que un des premiers combats majeurs, c'est à l'école, c'est dans le système éducatif. Et c'est pas comment je vais créer une section économique et sociale ou ES pour exister en la contrôlant idéologiquement. Ça, c'est un combat derrière-garde qui mène nulle part. C'est une très grosse défaite de ceux qui l'ont fait. La véritable réussite, c'est au contraire, par l'école, d'arriver avec des choses où on donne envie aux gens de construire de manière lucide. Et construire de manière lucide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'économie, c'est un rapport de force, c'est pas simplement une belle histoire d'invention, donc c'est les deux, d'accord? Et que le rapport de force, ça implique obligatoirement d'en sortir, pas broyé, mais d'en sortir avec des éléments qui permettent de continuer à vivre et de se développer. Donc, cette réalité-là, il faut bien le dire, le monde académique a boudé pour des tas de raisons. Parce que si je reviens au point de départ, c'est-à-dire capitalisme contre communisme, eh bien en fait, l'équation était simple, soit on était communiste contre le capitalisme ou vice-versa. Mais communiste contre le capitalisme, ça veut dire que on attendait que les pays qui portent ce drapeau gagnent au niveau international. Et au niveau local, au niveau territorial, les choses s'effilochaient très vite. Or, nous, aujourd'hui, en 2020, on a besoin exactement du contraire. Et on a besoin que les gens au niveau local se mettent à penser ensemble sur des logiques de reconstruction économique pertinentes, en faisant pas n'importe quoi, en n'inventant pas surtout des idéologies stériles. Si on parlait tout à l'heure de ruralité, moi je crois que sur la ruralité, il faut qu'on croise deux lignes. Et ça, c'est des débats très compliqués, mais il faut les gérer. C'est d'un côté les aspects productifs, et les aspects productifs avec comment on nourrit et comment on ne fait pas n'importe quoi pour nourrir, et de l'autre, tout le droit local qui est en train d'apparaître. Et le droit local, oui, bien sûr, l'environnement. Moi, j'ai passé de nombreuses années en Champagne, je sais ce que c'est la destruction d'une région au niveau des paysages, mais je sais aussi que il y a malheureusement des gens qui sont dans le droit local sur l'environnement et qui comprennent strictement rien à la production et qui contribuent à détruire les systèmes productifs. Donc, il faut qu'on devienne intelligent justement sur ces questions-là. Être intelligent, c'est être lucide. Et ça veut dire dialoguer. Et ça veut dire essayer d'avoir un rapport d'équilibre. Nicolas Raveil, quand on s'est rencontrés, je pense qu'on s'est vraiment rencontrés sur cette base. On continue à dialoguer ensemble sur cette base. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est rien, quoi. C'est-à-dire on est une petite goutte dans l'océan. C'est vrai qu'on a au moins un mérite, c'est d'avoir dit des choses, de ne pas avoir lâché, de continuer. Mais bon, maintenant, tout reste à faire.
J'ai peut-être une petite remarque complémentaire. Une fois qu'on retrouve donc ce lien d'amour au pays, donc à nous-mêmes, et puis cette notion de combat, qu'est-ce qu'il pourrait être utile en France comme véhicule? Je pense qu'on est un pays qui a quand même un peu de mal à agir quand il n'y a pas d'impulsion étatique nationale. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les territoires et à l'échelon local, mais je pense que quand même la gravité de la situation est telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que le pays retrouvera sursaut s'il n'y a pas un élan qui est fait. Il y a eu des exemples récents, même avant la crise Covid, qui étaient intéressants, hein. Il y a eu des capacités de sursaut dans la classe politique qui ont transcendé des lignes un peu classiques où plusieurs se sont retrouvés, par exemple, pour taxer les GAFA. Bon, tout ça, c'est super intéressant, c'est super utile, peut-être un peu sporadique. Comment on fait pour aller plus loin maintenant et quels sont les bons véhicules pour mettre en place l'intelligence économique en France, en haut et partout? Est-ce que c'est par la loi? Enfin, ça, c'est peut-être cumulatif, hein. Est-ce que c'est… moi, j'ai beaucoup aidé pour un programme national parce qu'aujourd'hui, elle est enfermée dans une logique de sous-chef de bureau digne de la Troisième République qui est très heureuse en bien des aspects de notre histoire, mais dont le mode de management ne correspond plus à la réactivité qui doit être la nôtre aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut, quels sont les véhicules, les procédures? Je ne sais pas bien comment le formuler d'ailleurs, mais les impulsions pour, à un moment donné, peut-être aussi être au bon sens du terme, direct, c'est-à-dire ne pas trop se poser la question de savoir s'il faut en faire ou pas en faire, mais de se dire finalement, c'est plus un débat d'ailleurs, de savoir s'il faut faire de l'intelligence économique ou pas. Ce débat-là, pour moi, il est réglé, il était déjà réglé depuis longtemps, mais là, la crise Covid, franchement, l'achève complètement. La question est peut-être plus comment on en fait. Ça, c'est la question, enfin, pour moi, qui est essentielle, c'est-à-dire, il va falloir qu'on invente. Je crains malheureusement que le système, sous toutes ses formes, tel qu'il existe aujourd'hui, il y a des pionniers qui ont tenté de le réformer de l'intérieur. Je pense au préfet Potra, par exemple, avec sa qualification de préfet, qui a tenté justement de faire des choses qui étaient inimaginables. On n'y arrivera pas. On est condamné à inventer et condamné à inventer. Alors tu disais quelle solution? Pour moi, la principale solution, c'est la connaissance. C'est-à-dire que s'il y a une priorité essentielle, et vraiment essentielle, c'est de produire de la connaissance, mais pas en catimini. C'est-à-dire il va falloir qu'on ait vraiment la capacité de la mettre au service des gens, la connaissance. Moi, dans ma toute petite histoire, je me souviens qu'un de mes plus gros échecs, c'est d'être devant la direction de la Ligue pour l'enseignement et l'éducation permanente en 80, où on parlait de l'introduction de l'informatique dans les lycées, et de voir que ce réseau qui à l'époque portait 30 000 associations sous toute forme, qui était une force démentielle, c'était Ponce Pilate, ils ne voulaient pas, ça ne les intéressait pas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'une force comme ça, on n'en a pas beaucoup, surtout si on arrivait à la motiver. Donc, pour moi, si vous voulez, l'urgence de l'urgence, c'est qu'on ait cette capacité de produire de la connaissance sur un axe qu'on a bien défini, qui est qu'est-ce qui se crée aujourd'hui, quelles sont les recettes qui fonctionnent. C'est un peu le bouche-à-oreille des circuits courts sur certains type d'alimentation, de livraison sur des circuits urbains, ça commence enfin à exister. Ben, il va falloir faire la même chose sur d'autres terrains. Là où on est presque mieux équipé que sur les circuits courts, c'est qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus ambitieuses. C'est-à-dire qu'on a les capacités aujourd'hui, à condition d'être un peu aidé. Si la direction de la CGT, de la CFDT ou de Force ouvrière décider enfin, je vais parler très vulgairement, de se bouger le cul, d'accord, de sortir de leur cadre purement bureaucratique, on irait plus vite. Parce que c'est quand même des forces qui ont des réseaux, des moyens, etc. Mais ce sont des forces qui sont à des années-lumière de ce que je suis en train de dire, malheureusement. Donc il va falloir trouver d'autres forces. Il va falloir essayer de regrouper. Mais je le répète, hein, ma comparaison, elle peut être très
montré du doigt, raillé, que sais-je, mais on est vraiment en juillet 40. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on compte d'abord sur nous. Je ne crois pas, personnellement, à des mobilisations venant de personnels qui ont déjà partiellement fait leurs preuves. Je prends un exemple, un seul exemple. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec Édith Cresson, d'accord, qui a vécu plus ou moins bien son passage à Matignon. Mais je note qu'Édith Cresson, aujourd'hui, elle a été broyée par les systèmes de représentation. Elle n'a pas gardé une foi qui aurait pu en faire un témoin historique utile. C'est ça le problème. C'est-à-dire que même les personnes qui auraient pu à un moment donné être un point de repère cognitif utile, eh ben, elles ont été complètement avalées par le système à travers des trucs sans grand intérêt. Il faut bien le dire. Donc notre problème aujourd'hui, c'est comment on va travailler avec des micro-réseaux parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Moi, un des retours que j'ai eu sur Thinkerview, j'ai été très surpris, et je suis totalement incapable pour l'instant de gérer ça. C'est des dizaines de personnes, plutôt du monde économique, d'ailleurs, je m'attendais à avoir des jeunes ou des étudiants, pas du tout, qui disent comment on peut faire. Oui, ce discours, il nous intéresse, comment on peut faire. Ah, bonne question. Ça me renvoie au comité Libération pour aider Libération, qui ont malheureusement ont eu l'histoire qu'on leur connaît. Bon, donc je ne veux pas revivre ça. Je veux, à ma très modeste échelle, je suis prêt à me sacrifier pour beaucoup de choses à condition que ça ait du sens. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent, qui soient prêts à le faire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. J'ai réussi tant bien que mal à faire en sorte qu'une microstructure comme l'école de guerre économique puisse exister depuis 24 ans, contre vent et marée, alors que tout le monde nous prenait pour des cinglés, plus du tout maintenant, je crois, mais ça relève du miracle déjà. Donc, comment faire? Je n'ai pas la solution. Je ne vais pas écrire à nouveau que faire avec le style de Lénine. C'est sûr que ça serait plus facile, mais je n'ai pas envie. Donc, comment on fait? Eh ben, la seule manière, vraiment, la seule manière, j'en vois pas d'autre, c'est qu'il y ait effectivement, oui, il y a eu De Gaulle, hein, je ne suis pas De Gaulle. Donc, c'est sûr que si on n'a pas un personnage qui symbolise cette logique de résistance économique, on n'y arrivera pas. Parce que malheureusement, on fonctionne souvent comme ça. Alors, à moins, miracle, qu'on arrive à créer un anti-modèle. Mais on en parle souvent avec Nicolas. Hein, je veux dire, le vrai problème, il est là, quoi. C'est-à-dire, comment on a les idées, on a vraiment beaucoup d'éléments en termes de connaissances, beaucoup plus que dans d'autres périodes. On a des capacités de frappe qui sont redoutables. Je ne vais pas parler de nos capacités offensives parce qu'en dehors du renseignement et de l'intelligence économique, il y a ce que j'appelle la guerre d'information qui est, moi, mon vrai métier en fait, qui est une capacité de frappe qui peut, du très faible au fort, défendre nos intérêts avec beaucoup d'efficacité. Mais le problème, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Comment? La question, elle est là, elle est posée et je n'ai pas la réponse, malheureusement. Alors, je vous propose de prendre la question par un autre angle. C'est-à-dire, quelles seraient les politiques à mettre en place rapidement pour que, donc je ne parle pas de formation, je ne parle pas de bataille culturelle, hein, je parle il faut, moi je pense, hein, il est absolument nécessaire de développer une doctrine de développement économique pour la France. Et là, je ne veux pas partir sur les faux fuyants et les politiques de com, c'est-à-dire, j'ai rien contre la transition écologique, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi une politique de développement pour un pays comme le nôtre, en ayant bien pris en compte ce qu'on n'a jamais voulu prendre en compte, c'est-à-dire quels sont les impératifs. Et là, oui, pour structurer ça, il y a des idées relativement évidentes. Hein, c'est-à-dire, si on parle de dépendance économique, si je me reviens sur le tout petit domaine de l'économie de la santé, vous avez très bien compris que si on veut, en France, disposer d'un système digne de ce nom, c'est-à-dire capable de répondre à des besoins vitaux rapides face à des problèmes comme ceux qu'on vient de vivre,
c'est déjà une guerre d'information intérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir plier des intérêts qui ne veulent pas ça. Donc c'est déjà, et c'est pas les antifas ou je ne sais quelle clownerie de ce genre. Non, c'est une vraie guerre de l'information pour aboutir à un résultat qui est qu'on ait un début de structuration d'appareils productifs capable de répondre à ça sans qu'il soit démantelé et en ayant toute la capacité d'intelligence pour l'imposer à Bruxelles, que ça lui plaise ou non. Ça, c'est une question vitale. C'est une question, sur un sujet pareil, on a les moyens de l'obtenir. Encore faut-il qu'il y ait la force pour porter un tel message, mais vous avez bien compris que c'est un enjeu vital. Je suis sur un tout petit segment du problème, mais ce segment-là, si on n'arrive même pas à défendre ça, c'est pas possible. Mais si on élargit sur l'économie de la santé au sens large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on résolve l'équation du ministère de la Santé telle que je l'évoquais tout à l'heure. Il va falloir qu'on se pose la question, mais c'est quoi l'économie de la santé? On en fait quoi? Est-ce que c'est une source de richesse ou est-ce que c'est simplement un système élémentaire de réponse à un niveau local ou territorial? Là, il faut trouver une réponse. Et je n'ai pas dit qu'il faut partir dans des délires pour vendre n'importe quoi sous prétexte de créer une économie de richesse. C'est aussi, et ça sera une découverte très brutale et traumatisante pour la gauche, c'est la fin de la fraude à la sécurité sociale pour acheter la paix sociale. Ça, c'est pas possible. La gauche et l'extrême gauche ne peuvent pas continuer à ne pas voir ce pieu qu'il y a dans l'œil. C'est pas possible. C'est pas possible de dire, mais c'est pas grave quand les chiffres commencent à monter à 15 milliards d'euros avec des choses complètement hallucinantes, parce que là, vous faites le lit d'un nationalisme idéologique de repli. Tous les gens qui ne veulent pas voir ça, qui shootent en touche, sont des alliés objectifs de l'extrême droite en France. Et s'ils n'ont pas compris ça, c'est dramatique. Donc, ça veut dire très clairement que si un jour on veut avoir une stratégie pertinente dans le domaine de l'économie de la santé, il va falloir qu'elle soit cohérente aussi. C'est-à-dire, il va falloir qu'on arrête d'être dans des délires qui se veulent, si tous les gars du monde voulaient… Non, regardez la situation. Et surtout, le problème de la situation, c'est ce qui risque d'en découler. C'est-à-dire que la cécité de la gauche sur des questions aussi vitales, c'est faire le lit d'extrême droite. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir l'extrême droite arriver dans ce pays. Et pour qu'elle n'arrive pas dans ce pays, il ne faut pas être aveugle, détourner les yeux. Il faut aborder les problèmes tels qu'ils doivent être abordés. Il faut arrêter d'acheter la paix sociale n'importe comment, pour n'importe quel prix. C'est fini, ça. On ne peut plus continuer comme ça. Donc, quand je dis le destructif et le constructif, ça passe aussi par une lucidité très, très forte sur ces questions. On ne pourra pas continuer sur des voies qui nous mènent dans des cul-de-sac avec des risques majeurs, j'insiste, des risques majeurs. Donc, économie de la santé, pour moi, le Covid-19 nous tend les bras pour travailler sur l'économie de la santé, parce que je pense que beaucoup de gens dans ce pays ont compris que c'était important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quels objectifs on se donne? Et on peut gagner sur ce terrain-là, notamment parce que le politique quel est le politique qui va oser prendre la responsabilité de revenir devant les Français en disant « Ah ben, on n'a pas de masque » ou « Ah, on n'a pas de vaccin » ou ça va être compliqué quand même la prochaine fois, d'accord? Et sachant que la petite phrase qui tourne à l'intérieur de l'appareil d'État sur ce sujet, c'est heureusement que l'épidémie actuelle est peu importante par rapport à ce que ça pourrait être. Et cette petite phrase-là, chaque citoyenne et chaque citoyen français devrait se la répéter chaque matin. Imaginez une épidémie qui touche les enfants. Eh bien, le résultat de la réflexion au cœur de l'État, c'est que c'est le chaos et que le pays n'est plus contrôlable. Point à la ligne. Alors, quand on a ça sous les yeux, je pense que là, ça vaut le coup d'y réfléchir. Ça vaut le coup de sortir un peu des zones de confort ou de rente de situation idéologique ou post-idéologique qu'on a connues, parce que nous sommes malheureusement à la merci de quelque chose comme ça si on ne nous organisons pas. C'est vital.
Oui, moi, pour aller plus loin dans votre proposition, aborder une question qui est très chère à Nicolas aussi, qui est la concurrence du marché intérieur à l'Union européenne. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais le droit des marchés publics est un droit européen avec des règles très claires en matière de liberté d'accès au marché, de libre, libre et non faussé. Et du reste, c'est ce qui passait pour l'entreprise de masques qui existait et qui, au départ, avait un contrat avec l'État. Il s'est passé deux choses. La première, c'est que l'État a changé de stratégie par rapport à l'achat et au renouvellement de masques. Et donc, les commandes ont diminué sur cette entreprise, donc sa viabilité économique a été mise en péril. Et le deuxième aspect, c'est que en coût de production à l'unité, il n'était plus compétitif par rapport à d'autres producteurs européens ou extra-européens. Donc, dans ce que vous dites sur le fait que dans une... Ah, je ne vous entends plus. Je suis à nouveau coupé. Bon, Dans une logique de pérennisation d'une population et de l'État, d'un point de vue sanitaire, il faut relocaliser ou développer des filières de production de matériel essentiel. Mais imaginons que ce soit fait, qu'une entreprise ou plusieurs entreprises se développent, il n'en demeurera pas moins qu'elles vont être soumises aux prix concurrents, y compris de nos amis européens. Oui. Donc vous dites que dire non à Bruxelles. Comment vivez-vous de non et selon quelle modalité? Alors cette question-là, elle est essentielle. Vous avez bien compris que la logique, l'évidence veut qu'il faut qu'on ait relocalisé une partie de ce type d'activité. C'est un bien vital. On sait très bien, c'est pas très dur de faire la cartographie de ceux qui vont tout faire pour s'opposer à ça, pour des raisons diverses et variées. Hein. Ça peut être que ça soit dans le monde public ou dans le monde privé. Donc ça veut dire que quand je parle de guerre de l'information, oui, c'est une guerre de l'information. L'histoire démontre que des peuples, je dis bien des peuples, ou des fractions de peuples, ont su mener des guerres de l'information absolument redoutables. Sur la question du Covid et de ce qui en découle au niveau de l'Union européenne, je pense que nous avons les moyens, mais parce que ça sera une guerre de l'information et pas une gentille campagne de communication, de prendre à revers des pays, là je parle de pays qui ne veulent pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que les problèmes sont tellement importants dans leur signification que nous avons les moyens de ne pas simplement parler qu'à des Français. On peut sortir de notre périmètre de confort, pour peu que ça soit un périmètre de confort d'ailleurs, j'en doute, mais pour parler à d'autres. Mais pour ça, pour faire ça, on tombe sur la même question, c'est du combat, il faut une organisation, il faut des gens qui comprennent comment on mène ce type de combat, etc., etc. Et pourquoi je peux me permettre, à ma très modeste échelle, de dire que c'est possible, c'est parce que l'école de guerre économique, depuis 24 ans, mène des expériences sur ce terrain et dans un rapport du très, 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 très faible au fort, et que sur certains sujets, on a fait la démonstration que même en étant dans ce rapport de force ô combien défavorable, on pouvait marquer des points. Alors j'ose estimer qu'en étant sur un champ plus large, on pourra en marquer beaucoup plus. Et quand moi je fais une analyse de ce sujet tel que vous le suggérez aujourd'hui au niveau de l'Europe, les pays qui semblent indéboulonnables, plantés droit dans leurs bottes, qui ne veulent pas, c'est des pays qu'on peut déstabiliser sur des campagnes informationnelles, à condition de les penser. Je ne vais pas les exposer ici, mais il y a des choses qui sont tout à fait réalisables pour une seule raison, c'est que la crise actuelle, qui est quand même en train de devenir un petit peu irrationnelle, comme vous l'avez compris, elle commence à créer des fissures dans les prises de position les plus dogmatiques
qu'on puisse voir ici et là. Donc, ça commence à devenir intéressant. C'est des espaces de parole. La créativité française, n'oubliez pas, elle a existé dans ce domaine-là. Hein, quand je parle de faire une armée de l'an 3, mais pas militaire, mais plutôt sur ce terrain-là, on a su le faire entre 1792 et la fin du 18e. Donc, on a les capacités de nouveau de faire passer des idées fortes. À l'époque, on essayait de faire en sorte que les peuples se libèrent du joug de la monarchie absolue. Bah, aujourd'hui, ce n'est pas le même problème, mais c'est un problème quand même assez important et qui fait réfléchir les gens. Donc, tout ça, ça ne se fera pas que par des prises de parole au Parlement européen, par des discussions interétatiques au niveau de l'Union européenne. Non, ça implique des structures de combat, de guerre de l'information qui est pour vocation d'aboutir à des résultats. Et je peux vous assurer que sur ces sujets-là, qui sont des sujets qui touchent tout le monde, hein, qui ne sont pas des sujets qui se rapportent à je ne sais quel type d'intérêt privé ou public, on peut les mener, ces guerres d'information. Pour ça, il faut deux conditions. Un, qu'on existe, c'est-à-dire on ne peut pas être quelques Don Quichotte de la Manche isolés, c'est pas possible, ça ne servira à rien, c'est voué à l'échec. Deux, il faut que quelqu'un appuie sur le bouton. Mais sachez que on peut obtenir des victoires sur ce type d'enjeu compte tenu de l'évolution de la situation. Ça, je crois que, hélas, ça devient de plus en plus évident. Mais attention, si on part sur le cheval de l'économie verte, la transition écologique, etc., comme étant la seule voie et le seul salut, non, je pense que non, je ne suis pas du tout d'accord. On a des urgences majeures qui peuvent croiser d'ailleurs des intérêts complètement logiques par rapport à l'environnement. Hein. Attention, je ne dissocie pas, mais ce n'est pas ça la priorité principale. La priorité principale aujourd'hui, c'est la survie d'un peuple sur un territoire. Et beaucoup de gens dans leur tête ont ça en tête. Hein. Et j'ose espérer que l'épidémie disparaisse pour qu'on n'ait pas de nouveau sous les yeux des problèmes de désorganisation, un deuxième choc. Déjà, on ne sait pas trop comment on va sortir du premier. Alors, imaginez qu'il y en ait un second. Je n'ai pas envie que ça devienne compliqué. Donc, je préfère avoir tort, si vous voulez. Mais en tout cas, s'il faut se préparer à des choses plus compliquées, là, si on n'est pas en posture de combat, c'est terminé. Ça, c'est clair, net et précis. Il faudra apprendre à subir dans nos vies quotidiennes. Et il ne faudra pas venir pleurer après parce que je pense qu'on aura été suffisamment prévenu. Je crois que ce que vient de dire Christian est particulièrement important et surtout à l'échelle européenne. Il y a un alignement parfait, dire la transition, l'économie verte, autant elle est nécessaire et tout le monde en convient, autant ça n'est ni plus ni moins qu'une stratégie allemande pour nous envoyer à coup de droits, de stratégie politique et de programmes financiers européens une déferlante de ce qu'ils produisent. Donc, il faut absolument pas être naïf derrière toutes ces réalités qui sont dignes du marketing de bas niveau. Donc, là-dessus, et je crois il y a vraiment une nécessité que d'autres puissent s'approprier les propos que vient de dire Christian. C'est quand même très rare. En France, on a une culture très défensive. C'est très rare d'avoir eu et d'avoir pu développer dans le pays, et moi je leur remercie très régulièrement pour ça, cette culture offensive. C'est d'ailleurs aussi sans doute l'attaque la meilleure des défenses, et en particulier sur la scène européenne, sans être belliqueux outre mesure. Ce n'est pas ça qui est en jeu, c'est simplement garder un équilibre. L'Europe a besoin d'équilibre entre les différents pays, et sinon elle devient dangereuse, et nous aussi. Et c'est ce qu'on veut éviter, c'est de pouvoir garder cet équilibre pour garder cette aspiration à la paix. Ce qui me ramène à un sujet très important qui est celui de l'investissement public. Parce qu'évidemment, il est très à la mode aujourd'hui. Alors, c'était un peu culturellement rejeté sur la droite de l'échiquier, très mis en avant sur la gauche de l'échiquier. Mais aujourd'hui, je crois que l'enjeu, c'est évidemment d'en faire, mais c'est aussi de considérer qu'on ne peut pas en faire sans intelligence économique. C'est-à-dire, on va ruiner l'investissement public si on laisse l'investissement public agir par principe, ne fût-ce que parce que nous avions les contraintes européennes, celles qui viennent d'être évoquées, mais pas seulement. Et c'est là qu'il y a la puissance des techniques et des outils d'intelligence économique. Ce n'est pas pensable aujourd'hui d'avoir
la banque publique d'investissement qui intervient dans les territoires, qui intervient au niveau national, sans diagnostic d'intelligence économique à côté, produit par des étudiants qui ont été formés et bien formés pour à la fois sécuriser ces investissements-là, mais aussi pour faire en sorte que ça aille au-delà, que ça puisse être des relais de croissance prospères pour l'économie des territoires ou du pays. Je crois qu'il y a aussi dans ce qui est en train d'être mis en place au niveau de l'État, enfin là, jusqu'alors c'est de l'ordre du ridicule, hein, on essaye, c'est important de sécuriser les paiements entre entreprises, on a accordé des prêts à des entreprises qui peut-être se casseront la figure et on perdra tout. Enfin, bon, bref, jusqu'alors, il n'y a eu que du sauf qui peut, qui a été mis en place par l'État et pour cause. Il avait oublié de penser l'investissement public, il était sur une logique de désengagement. D'un seul coup, il doit se réorganiser et entrer dans une autre logique. Là, nous, on est prêts, on sait faire. Et ce qui est une force de l'intelligence économique, c'est de ne pas travailler en silo. C'est qu'il y a justement un besoin de juristes, d'économistes, de scientifiques, d'expertise technologique, et que ce travail collectif, il est extrêmement important, il est extrêmement sécurisant. Il permet d'avoir de l'audace sans justement prendre de risques inconsidérés, tout en ayant de l'audace. Le pays a aussi perdu. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de dire haut et fort maintenant que le retour à l'investissement public, et de toute façon, il est produit par nécessité à cause de la crise, quand même ceux qui n'en voulaient pas sont obligés d'en faire, mais il ne peut pas se faire sans être accompagné par des diagnostics d'intelligence économique qui vont sécuriser et rendre prospère ce qui fera l'objet de cet investissement public. C'est vraiment un sujet d'actualité extrêmement important. Sinon, on va aller dans le fiasco et donc la notion même d'investissement public sera critiquée et on en reviendra à des débats idéologiques complètement crétins, complètement stériles, alors que nos partenaires européens, ils en font énormément. Déjà, avant, moi, je suis souvent interrogé par la question des aides d'État qui pour moi, n'est pas la principale. Hein. Les aides d'État, quand on a affaire à ça, c'est qu'on n'a pas bien bossé avant. Enfin bon, quand bien même, je suis obligé de traiter. Et quand on me parle des aides d'État, on a, nous, Français, cette réputation d'en faire plus que les autres, alors que c'est pas vrai en données comparées, c'est-à-dire en pourcentage de PIB. L'Allemagne, elle en faisait déjà beaucoup plus que nous avant la crise du Covid. Et évidemment, elle a aussi plus de moyens pour en faire, puisqu'elle s'est enrichie à nos dépens. Mais donc, on vit, nous, avec des espèces de poncifs totalement surannés, totalement obsolètes. Et pour en sortir, il faut être opératif. Il faut, un, accepter cette notion, et deux, d'investissement public, et deux, l'accompagner de diagnostic d'intelligence économique et qu'on ne nous dise pas qu'on ne sait pas faire en France, ce n'est pas vrai. Ce qui veut dire que maintenant, c'est à d'autres de s'approprier la dynamique qui a été initiée par Christian. Merci. Monsieur Arbulot-Julin, je vous propose de conclure. Écoutez, j'espère que ce type de démarche servira. C'est une parole parmi d'autres, mais il faut qu'elle circule, il faut que les gens s'interrogent, il faut que les gens pensent à ce qu'ils ont comme ressources. Et je pense qu'il y a beaucoup de ressources, hein, c'est le paradoxe. Moi, je suis étonné de voir à quel point nous sommes dans un pays où on pourrait faire vraiment des choses très intéressantes. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème de créer un lien entre ces différents individus, des liens pertinents avec des logiques de résultats. C'est ce que dit Nicolas, il faut qu'on soit dans l'opératif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on démontre à quoi ça sert, comment ça peut marcher. Bien sûr que tout ne marchera pas, qu'il y aura des erreurs, c'est évident, mais il faut des succès et il faut que les gens prennent conscience et aient envie. D'ailleurs, le but aujourd'hui, la priorité numéro 1, que ce soit sur un plan intergénérationnel, parce que c'est pas que le problème de la jeunesse, c'est le problème de tout le monde, en fait, c'est comment on a envie. Même à la fin de sa vie, comment on continue à avoir envie. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation à notre webinaire. Donc, nos prochains webinaires traiteront de l'avenir des services publics. Et pour terminer notre saison, les vacances pour tous, c'est-à-dire les difficultés d'accès aux vacances, handicap, financement. Voilà. Je retiendrai que, en fait, pour que la France s'en sorte, il faut de l'audace. Je rajouterai du panache. En réalité, une économie de mousquetaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.